Le postier s'est présenté à ma porte. Quelques jours après les funérailles de Pierre, avec une enveloppe épaisse et une clé en cuivre ancienne. Et l'air, désolé, ses yeux bleus se croisant avec les miens. C'est pour madame. Ah, il dit, sa voix pleine de cette douceur maladroite que l'on réserve aux endeuillés. Une clé. Pourquoi faire? Mon mari, mon Pierre, l'homme avec qui j'avais partagé 40 ans de ma vie, avait-il des secrets que je n'avais jamais soupçonnés? Et cette lettre? Qu'est-ce qu'elle contenait? Cette vérité que Pierre avait choisi de me révéler seulement maintenant, après sa disparition, après que le silence de la mort se soit abattu sur notre foyer. Pourquoi cette attente? Pourquoi cette révélation posthume, comme un murmure venu de l'au-delà, bouleversant tout ce que je croyais savoir de notre union? Assise à la table de la cuisine, le café tiède dans ma tasse. Mes mains tremblaient en déchirant le seau de cire. Le parfum familier de Pierre, un mélange de tabac léger et de vétiver, s'est échappé de l'enveloppe, m'enveloppant d'une nostalgie déchirante. Sa calligraphie, élégante et ferme, dansait devant mes yeux embués. Ma très chère Eliane, commençait la lettre, sa voix résonnant dans ma tête. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Je t'ai toujours aimé plus que tout. Et c'est cet amour qui m'a poussé à te préparer un refuge, un sanctuaire secret, loin du bruit du monde et des convoitises humaines. Un refuge, un sanctuaire. Le ton de la lettre était grave, presque prophétique, me remplissant d'une curiosité mêlée d'appréhension. Pierre, mon pragmatique Pierre, parlait de convoitises humaines. Qu'avait-il donc anticipé qui pût menacer ma paix? La clé, lourde et froide dans ma paume, semblait être la clef non seulement d'une porte, mais d'un pan entier de sa vie qu'il m'avait sciemment caché. Mon cœur battait la chamade, entre chagrin et une étrange excitation, me demandant quel trésor ou quel fardeau cette révélation allait me réserver. L'adresse indiquée sur la lettre, un petit village à 1h30 de route de notre maison de ville, m'était totalement inconnue. Pierre et moi avions toujours partagé nos projets, nos rêves, nos investissements. Ce secret était une entorse à notre pacte tacite, une énigme que je devais maintenant résoudre seule. J'ai appelé Sophie, ma fille unique, pour lui annoncer ma découverte. Sa voix inquiète au bout du fil contrastant avec le besoin urgent que j'avais de comprendre. « Maman, de quoi tu parles? Une maison secrète. » Papa n'avait jamais rien mentionné. « Ah !» elle dit, sa surprise se mêlant à la mienne. Nous sommes partis le lendemain matin, le soleil de fin d'été, caressant les champs de blé, dorés alors que nous quittions la ville. Le paysage défilait, familier puis de plus en plus champêtre, les habitations se faisant rares, laissant place à des étendues de verdure et de bois. La maison se tenait au bout d'un chemin de terre, presque invisible, derrière un rideau d'arbres centenaires. Une modeste bâtisse en pierre, aux volets bleu pastel, nichée au creux d'une clairière baignée de lumière. Mais ce n'était pas seulement la maison qui m'a coupé le souffle, c'était le jardin, ou plutôt la jungle luxuriante qui l'entourait. Des milliers d'orchidées, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, s'épanouissaient en cascade le long des murs, grimpaient aux arbres, emplissant l'air d'un parfum enivrant et exotique. C'était la folie douce de Pierre, sa passion secrète, celle qu'il cultivait discrètement dans notre véranda, mais qui, ici, s'était épanouie en un véritable paradis terrestre. Chaque recoin du jardin était une œuvre d'art, chaque orchidée une note dans une symphonie florale. J'ai touché une fleur veloutée, les larmes me montant aux yeux, sentant la présence de Pierre dans chaque pétale, chaque feuille. Il avait créé cela pour moi, pour nous. La lettre expliquait qu'il avait acheté ce terrain il y a 15 ans, un coup de cœur, et qu'il l'avait transformé, petit à petit, en un havre de paix, en mon havre de paix. Il souffrait depuis plusieurs années d'une maladie cardiaque dont il m'avait toujours caché la gravité, ne voulant pas m'inquiéter. Il savait que ses jours étaient comptés.
et il avait voulu me laisser quelque chose de tangible, d'éternel. L'intérieur de la maison était à l'image de Pierre, à la fois simple et raffiné. Un salon chaleureux avec une cheminée, une cuisine rustique mais fonctionnelle, et un bureau rempli de livres, de cartes et de carnets. Mais le plus étonnant fut la pièce attenante au salon, baignée de lumière naturelle, avec un chevalet, des toiles vierges, des pinceaux et des tubes de peinture. Mon atelier. Pierre avait toujours encouragé ma passion pour la peinture, que j'avais mise de côté après la naissance de Sophie et les exigences de la vie. Il avait même une lettre spéciale pour cette pièce, où il me suppliait de reprendre les pinceaux, de retrouver cette partie de moi que j'avais laissée s'endormir. Sophie, silencieuse à mes côtés, avait les yeux brillants. Papa a pensé à tout. A-t-elle murmuré, sa voix chargée d'émotion. Nous avons passé la journée à explorer, à nous imprégner de l'atmosphère, à déchiffrer les indices laissés par Pierre. Sur une étagère du bureau, un petit coffre en bois sculpté, fermé par un loquet, contenait une pile de cassettes vidéo et des dossiers. Les premières cassettes étaient des messages vidéo de Pierre, enregistrés sur plusieurs années. Il y expliquait sa maladie, les pronostics sombres des médecins, sa volonté de me protéger. Mes frères, Eliane, disait-il sur l'une d'elles, et son visage amaigri, mais son regard toujours perçant. Jean et Marc. Ils ont toujours eu le regard sur ce qui ne leur appartenait pas. Ce terrain, je savais qu'il prendrait de la valeur. Il est idéalement situé. Et j'ai entendu des rumeurs d'un grand projet touristique à proximité. Ils vont essayer de s'en emparer. Je t'ai préparé une défense. Mon sang s'est glacé. Mes beaux-frères, Jean et Marc, avaient toujours été avides. Des requins aux dents acérées, que Pierre avait toujours su maintenir à distance. Mais maintenant qu'il n'était plus là, la proie était sans défense. Les dossiers contenaient des documents notariés, des titres de propriété impeccables, des testaments scrupuleusement rédigés par Pierre, garantissant que la maison et le terrain m'appartenaient sans l'ombre d'un doute. Mais il y avait aussi des documents beaucoup plus sombres, des preuves d'irrégularité financière concernant les entreprises de Jean et Marc, des évasions fiscales, des transactions douteuses. Pierre avait accumulé ces preuves non pas par vengeance, mais par précaution, pour me protéger, sachant qu'il n'hésiterait pas à m'attaquer si l'occasion se présentait. C'était un bouclier, une arme secrète qu'il m'avait léguée. L'annonce du projet touristique n'a pas tardé à se confirmer. Un complexe hôtelier de luxe, un golf, un spa, tout un monde de béton et de verre allait émerger à quelques kilomètres de mon havre de paix. Et le terrain de la maison, ce petit coin de paradis, et se trouvait être une parcelle clé, une zone tampon idéale entre le complexe et une forêt protégée. Sa valeur, déjà considérable, a explosé. C'était une mine d'or. Et comme Pierre l'avait prédit, ses frères n'ont pas tardé à sortir de l'ombre. Quelques semaines après ma découverte, j'ai reçu une lettre de leur avocat, remettant en question la validité du testament de Pierre, suggérant qu'il n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il l'avait rédigé. L'insulte était flagrante, la douleur immense. Jean et Marc ont même osé venir me voir, dans notre maison de ville, avec leur sourire patélin, leur hypocrisie à fleur de peau. « Eliane, ma chère », avait dit Jean, son regard lubrique balayant le salon. « Nous sommes si désolés pour Pierre. Mais cette maison, ce terrain, c'est une folie, une charge pour toi. Nous pourrions t'aider à gérer cela, à le vendre pour un bon prix. » Marc, plus direct, avait ajouté « Ne sois pas idiote. Eliane, c'est beaucoup d'argent. Tu ne peux pas gérer ça seule. Ça doit revenir à la famille, aux héritiers directs. Les héritiers directs, c'est-à-dire eux. » La rage a monté en moi, une flamme froide et déterminée. Ce qui m'a le plus blessé, c'est leur tentative de manipuler Sophie. Ils ont appelé ma fille, lui ont murmuré des mensonges,
lui ont fait miroiter des parts de la fortune potentielle. Ta mère est vieille. Sophie, avait dit Marc, avec sa voix insinuante. Elle ne comprend rien aux affaires. Cet argent devrait te revenir. À toi, la seule héritière légitime. Elle est trop sentimentale avec cette maison. Sophie, jeune et influençable, a commencé à douter. Elle a commencé à me regarder avec un mélange de suspicion et de distance. Maman, peut-être qu'ils ont raison, m'avait-elle dit un soir, son regard fuyant le mien. Cette maison, c'est un gouffre financier. Et si tu ne vends pas, l'entreprise va s'implanter de toute façon, et la valeur va chuter. Le cœur serré. J'ai senti un fossé se creuser entre nous, un abîme alimenté par la cupidité de mes beaux-frères. J'avais l'impression de perdre tout ce qui me restait. Ma paix, mon amour, même ma fille. Un jour, alors que je me sentais plus seule que jamais, j'ai décidé de retourner à la maison secrète, ce refuge que Pierre m'avait offert. La solitude là-bas était différente, pleine de souvenirs, de la présence apaisante de mon mari. Alors que je me promenais dans le jardin d'orchidées, j'ai rencontré un homme discret, au regard doux et aux mains calleuses. C'était Antoine, le gardien que Pierre avait engagé des années auparavant pour s'occuper de la maison et des jardins. Il connaissait tous les secrets de Pierre, toutes ses intentions. « Madame, votre mari était un homme bon, m'a-t-il dit, une profonde tristesse dans les yeux. Il vous aimait plus que tout. Il savait ce qui allait arriver. Il m'a tout expliqué. Comment protéger les jardins? Comment vous aider? Ezetan ha deses. Vos vebitan nu vos etan nan. Ezetan ma zambi vebitan. Antoine m'a montré d'autres cassettes, d'autres dossiers, cachés derrière une fausse bibliothèque dans le bureau. Pierre avait pensé à tout. Des vidéos expliquant précisément l'emplacement de la maison. Pourquoi elle était stratégiquement importante pour le projet immobilier voisin. La meilleure façon de négocier avec eux. Il avait même anticipé les tactiques de ses frères. Il avait tout documenté. La seule façon de les vaincre. Eliane, disait Pierre sur une vidéo, sa voix affaiblie par la maladie. C'est de les exposer. Leurs manœuvres illégales, leurs faiblesses, mais surtout, de défendre ta position. Cette maison, c'est ton avenir. Arokebineux, invon sensé, evedetv, des iblidosébi. Je me suis plongé dans ces archives, jour et nuit, avec l'aide d'Antoine. L'épreuve contre Jean et Marc était accablante. Blanchiment d'argent, évasion fiscale à grande échelle, escroquerie. Pierre avait tout méticuleusement consigné, avec des dates, des noms, des documents bancaires. Mon mari, si doux, si discret, avait mené une véritable guerre souterraine pour me protéger. Je sentais sa force, son courage, et me traverser. La peur a commencé à se transformer en détermination. Je ne les laisserai pas me voler ce que Pierre m'avait laissé. Pas mon sanctuaire, pas mon avenir. J'ai décidé de montrer à Sophie toutes les preuves. Au début, elle a hésité, incrédule. Puis, en regardant les vidéos de son père, en lisant les documents, en écoutant le récit d'Antoine sur les efforts déployés par Pierre pour créer ce lieu, ses yeux se sont ouverts. La douleur de la trahison de ses oncles a pris le pas sur son hésitation. « Maman, je suis tellement désolée. » m'a-t-elle dit, les larmes coulant sur ses joues, serrant ma main. Je ne savais pas. Je les ai crues. Je te demande pardon. C'était le pardon que j'attendais, celui qui reconstruisait le pont entre nous. Ensemble, nous étions plus fortes. Nous avons planifié notre contre-attaque avec minutie. Antoine nous a aidés à comprendre les subtilités du marché immobilier local, les exigences de la société de développement, Grand Rêve Holdings. Pierre avait même laissé une lettre expliquant l'importance de maintenir une zone verte entre le complexe et la forêt, une condition essentielle pour l'obtention de certains permis environnementaux. Mon terrain était la clé de cette zone. J'avais une main forte.
J'ai demandé une rencontre avec Grand Rêve Holdings. Une rencontre où Jean et Marc seraient également présents. Ils sont arrivés. Goguenards. Certains d'avoir déjà gagné. Jean avait ce sourire suffisant qu'il arbore quand il pense avoir le dessus. Marc, plus taciturne, me lançait des regards méprisants. Sophie s'est assise à mes côtés. Et sa présence silencieuse mais ferme. Un soutien inestimable. La réunion a commencé avec les représentants de Grand Rêve Holdings. Des hommes d'affaires aux costumes impeccables et aux sourires polis. Ils ont présenté leur offre. Une somme dérisoire par rapport à la valeur réelle du terrain, en tentant de minimiser mon pouvoir de négociation. C'est alors que j'ai sorti mes atouts. « Messieurs », ai-je dit, ma voix étonnamment calme et ferme. « J'apprécie votre offre, mais je crois que vous sous-estimez non seulement la valeur de cette propriété, mais aussi mon attachement à ce lieu. Mon mari, le regretté Pierre Dubois, a acquis cette parcelle il y a 15 ans, avec une vision très claire. Il savait qu'un jour, ce terrain deviendrait essentiel pour un projet comme le vôtre. Leurs visages se sont figés. Ils ne s'attendaient pas à une telle assurance de ma part. J'ai ensuite sorti les plans que Pierre avait préparés, montrant l'emplacement stratégique de ma propriété comme zone tampon indispensable pour leur projet, conformément aux réglementations environnementales strictes. Sans cette zone verte, ai-je continué, mon regard balayant la salle, votre projet ne peut pas avancer. Et je suis la seule propriétaire de cette terre. Les hommes de Grand Rêve Holdings ont commencé à s'agiter. Puis, je me suis tournée vers Jean et Marc, qui étaient devenus livides. Et quant à mes beaux-frères, Jean et Marc Dubois, qui contestent la validité du testament de mon mari et essaient de me spolier de mon héritage, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence tendu. Je suis en possession de preuves irréfutables concernant leurs activités illégales, des preuves que mon mari a méticuleusement collectées au fil des ans, des preuves de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de détournement de fonds, des informations qui, une fois rendues publiques, auraient des conséquences désastreuses pour leur réputation et leurs entreprises. Aveli Tieteri. J'ai tendu une clé USB, contenant tous les dossiers, à Sophie, qui l'a posée sur la table devant eux. Leurs visages, déjà pâles, ont pris une teinte cireuse. La panique s'est lue dans leurs yeux. Jean a tenté de balbutier une protestation, mais les mots se sont perdus dans sa gorge. Marc a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. Les représentants de Grand Rêve Holdings, sentant le scandale, ont commencé à prendre des notes frénétiques, leurs visages affichant une profonde inquiétude. Ils ne voulaient pas être associés à de telles malversations. Je ne souhaite pas nuire à la réputation de mon mari ni à la famille, ai-je poursuivi, une pointe de fermeté dans ma voix. Mais je n'hésiterai pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger ce qui m'appartient légitimement. Et si mes beaux-frères continuent leur tentative de contestation, ces preuves seront rendues publiques. Alzezo. La défaite était totale sur leur visage. Ils savaient que j'avais gagné. Ils n'avaient pas d'autre choix que de se retirer. La négociation avec Grand Rêve Holdings a alors pris une tournure très différente. J'ai imposé mes conditions. Non seulement un prix juste et conséquent pour la partie du terrain qu'il nécessitait pour la zone tampon, mais aussi des clauses strictes pour la protection de la biodiversité et l'intégration de ma maison dans un projet de tourisme vert, respectueux de l'environnement. Mon sanctuaire allait devenir un exemple de coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Une fois les accords signés, et mes beaux-frères contraints de retirer leurs plaintes et de reconnaître mon héritage, un immense poids s'est levé de mes épaules. Je suis retournée à la maison, cette fois avec le sentiment d'être pleinement chez moi. Non pas une simple veuve, mais une femme forte, indépendante, capable de défendre son territoire. Sophie est venue vivre avec moi, et ensemble, nous avons fait de la maison un lieu de vie et de création. Mon atelier, ce cadeau silencieux de Pierre, est devenu mon refuge quotidien. Les pinceaux, oubliés pendant si longtemps, ont retrouvé leur danse sur la toile.
Je peignais les orchidées, les paysages environnants, les lumières changeantes du jardin. Chaque coup de pinceau était une méditation, une connexion avec Pierre, une affirmation de ma propre identité. Sophie, inspirée par la beauté des lieux et par mon exemple, a développé un projet de conservation des orchidées rares, travaillant main dans la main avec Antoine, qui était devenu un ami fidèle. Le jardin est devenu un jardin botanique ouvert au public, un lieu d'apprentissage et de beauté, attirant des amoureux de la nature et des artistes du monde entier. La maison de Pierre est devenue la maison des orchidées, un centre de vie et de création. Quelques années plus tard, la vie a offert un autre tour inattendu. Marc, l'un des frères de Pierre, celui dont le regard m'avait le plus méprisé, est revenu. Il était amaigri, malade, le corps ravagé par une maladie incurable. L'arrogance avait laissé place à la fragilité, la cupidité à la repentance. Il a frappé à ma porte, les yeux baissés, incapable de soutenir mon regard. « Eliane, athée, il murmurait, sa voix cassée par la honte et la faiblesse. Je suis venu te demander pardon. Pour tout. Pour ma jalousie, ma méchanceté. Pierre avait raison à notre sujet. Vous avez eu raison. Et de non sentivonse. La haine, la rancœur que j'avais ressentie pendant si longtemps se sont estompées, remplacées par une profonde compassion. Le spectacle de cet homme brisé, qui avait autrefois tenté de me détruire, était un rappel de la fragilité humaine. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai offert un repas, un abri pour la nuit. Nous avons parlé, longuement, de Pierre, de la famille, des erreurs du passé. Il n'a pas vécu longtemps après cela, mais je lui ai offert la paix, la dignité d'un dernier adieu. J'ai appris que le pardon n'était pas un acte pour l'autre, mais pour soi-même, une libération. Aujourd'hui, la maison des orchidées est plus qu'une simple propriété. C'est un symbole de résilience, d'amour durable et de la force des liens familiaux retrouvés. Sophie et moi, ensemble avec Antoine, nous avons fait de ce lieu un espace vibrant de vie, de création et de préservation. Mon art s'est épanoui. Mes toiles sont exposées dans des galeries, racontant l'histoire de ma transformation. Je suis devenue une artiste reconnue, une gardienne de la nature, une femme indépendante qui a trouvé sa propre voie. Je me promène souvent dans le jardin, parmi les orchidées, les murmures du vent dans les feuilles. Je sens la présence de Pierre, son amour infini, sa prévoyance. Il m'avait non seulement laissé une maison, mais aussi les outils pour renaître, pour me réinventer. La clé qu'il m'avait donnée n'était pas seulement celle d'une porte secrète, mais celle de mon propre destin. Je suis Eliane, et cette maison, j'en suis la gardienne, l'artiste, la protectrice. Et chaque jour, je vis la beauté et la puissance de l'héritage que l'amour peut laisser, même au-delà de la mort. Ce n'est plus seulement la maison de Pierre, c'est aussi la mienne, l'incarnation de mon indépendance retrouvée et de mon avenir radieux.